Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'avais envie ce matin de vous présenter ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier soir et que j'ai déjà plutôt bien entamée puisque j'ai lu à peu près la moitié. Je suis contente parce que pour une fois, il y a une belle luminosité dans mon salon, donc j'en profite. Je suis pas trop sombre, je suis pas trop claire, j'ai pas besoin de mettre de lumière. C'est plutôt cool et je profite aussi du fait d'être seule puisque mes deux hommes sont partis vaquer à des occupations extérieures. Ma précédente lecture était La carrière du mal de Robert Galbraith qui m'a permis de valider 2 sous-catégories du premier menu du Pumpkin Autumn Challenge, Automne frissonnant. Du coup, je me suis dit que j'allais enchaîner avec une autre lecture pour ce challenge, mais une lecture qui me permettrait de valider une sous-catégorie d'un autre menu, en l'occurrence Automne douceur de vivre. J'ai donc commencé à lire hier soir Contes des particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. J'avais très envie de lire ce livre depuis longtemps, je le trouve magnifique au niveau de sa couverture déjà, il est très beau, mais même à l'intérieur en fait, quand vous l'ouvrez, il est vraiment très beau. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque, c'est un petit trésor avec beaucoup dorures et de tons noirs. Donc voilà comment il se présente. Alors j'ai particulièrement aimé cette page, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si elle a un nom précis, si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais vous savez, c'est la page où vous avez les mentions d'édition et d'impression, et franchement l'auteur s'est fait un petit peu plaisir, il fallait absolument que je vous le lise. Alors il y a marqué: imprimé dans une tente de nomades dans le désert de Lop, également connu sous le nom de Grande Dépression de Lop, qui s'étend vers l'est le long du Kourou-Tag jusqu'au bassin de Tarim dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, une étendue presque parfaitement horizontale. Relié à grands frais dans une installation souterraine située entre Fish Street Hill et Pudding Lane à Londres et dont on vous recommande pour votre sécurité de ne pas chercher à localiser l'entrée. Attentivement relu par les 2 têtes et 5 yeux de Patricia Panoptico. S'il vous plaît, ne copiez pas, ne volez pas, ne cornez pas les pages de ce livre. Ne l'utilisez pas comme dessous de verre ni comme cale-porte. Surtout, ne lisez pas la 3e histoire de ce recueil à voix haute et à l'envers. L'éditeur décline toute responsabilité en cas de manquement à cette règle. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est un livre donc qui a été écrit il n'a pas été écrit, mais c'est un recueil de contes. Donc les contes ont été regroupés dans ce recueil par Millard Nullings, le garçon invisible que l'on rencontre donc dans la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et il le dédicace à Pérégrine Faucon, qui lui a appris à aimer les contes et qui est donc son nom brune. Ensuite, voilà, ça continue. De la beauté à n'en plus finir. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ça. Et puis le sommaire. Alors j'ai déjà lu, donc j'ai commencé hier soir, je vais continuer tout à l'heure. J'ai déjà lu les 5 premiers contes, il y en a 10 en tout. C'est pourquoi je vous disais que j'en étais à peu près à la moitié. Non mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc ça, c'est un petit mot de l'éditeur qui explique que le livre est exclusivement réservé aux particuliers, que donc si vous ne faites pas partie des anormaux, vous n'avez pas le droit de le lire. Donc bon, j'essaye de le lire sous ma couette de manière très discrète parce qu'effectivement, moi, je ne crois pas avoir développé de pouvoir particulier, mais j'ai quand même envie de le lire. Non mais voilà, après vous avez encore un avant-propos. Non mais... En fait, j'aurais envie de vous montrer toutes les pages, tellement je trouve ça trop joli. Donc du coup, j'ai lu Les Splendides Cannibales, La Princesse à la langue fourchue, La Première Ombre Brune, L'Ami des fantômes et Coco Bolo. J'ai aimé chaque conte, j'ai adoré retrouver cette plume si caractéristique de Ransom Riggs avec cet humour noir et acide qui me plaît beaucoup déjà dans la série. Franchement, c'est chouette. Après, il y a 2 contes que j'ai particulièrement aimés. C'est La Première Ombre Brune, puisqu'on va découvrir comment est apparue en fait les ombres brunes, tout simplement, qui était la première ombre brune, son histoire et aussi comment ont été créées les boucles temporelles. Donc c'est vraiment très intéressant.
Et j'ai beaucoup aimé aussi L'Ami des fantômes, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui est amie avec des fantômes et qui a beaucoup de mal à se lier d'amitié avec les vivants. Même avec les fantômes d'ailleurs. Pas évident. Ce sont des contes comme on peut en lire, comme les contes d'antan en fait, qui sont nos contes à nous. C'est avec la petite morale à la fin. Et franchement, c'est super chouette. C'est super chouette. Je peux d'ores et déjà vous le conseiller. Je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Mais franchement, je suis à fond. Et puis d'ailleurs, je vais lâchement vous abandonner maintenant. Je vais profiter du calme de ma maison pour continuer ma lecture. Je vous retrouve quelques jours plus tard en sortie de douche, comme vous pouvez le constater. On est mardi 15 septembre et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Je me suis mise plus loin que d'habitude parce que voilà, je n'assume pas totalement ma face aujourd'hui avec une petite irruption de boutons. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Mais je vais vous épargner un gros plan quand même. Ça fait quelques jours que je me dis qu'il faut que je vous présente ma nouvelle lecture en cours. Et en même temps, je dois bien vous avouer qu'elle ne se passe pas forcément comme je l'avais imaginé. Je suis mitigée, ça ne va pas forcément s'améliorant. Et en fait, à chaque fois, je me disais, non, je vais pas leur en parler tout de suite, je vais attendre encore un petit peu, je vais avancer et peut-être que ce sera plus facile pour moi d'en parler. Bon, là, j'ai atteint quasiment la moitié, non, même un peu plus de la moitié, donc je vais quand même vous en parler. Mais avant de parler bouquin, je voulais vous montrer ce que j'ai réceptionné aujourd'hui. Je suis trop contente. Voilà, je vous en ai parlé dans mon vlog précédent. J'ai commandé sur la boutique de Guimauze Terrier. C'est une boutique qui s'intitule Arsa Ether, j'espère que je prononce bien le nom, qui est sur Etsy. J'ai commandé ce petit visuel, cette citrouille qui est un petit peu l'emblème de la nouvelle édition du Pumpkin Autumn Challenge. Et je suis absolument ravie de l'avoir reçu. Je suis extrêmement soufflée par la qualité d'impression. Je ne sais pas si Guimauze est passée par un prestataire ou si elle les a imprimées elle-même, mais il me semble bien qu'elle l'a fait elle-même et je serais vraiment curieuse de connaître son imprimante parce que vraiment c'est dingue. C'est juste dingue et c'est une boutique que je vous conseille, même si vous participez pas forcément au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous êtes comme moi quelqu'un qui adorait l'automne et qui a envie d'agrémenter un petit peu sa maison de décoration sur le thème de cette saison, ça peut être très très sympa pour Halloween. C'est juste parfait évidemment et très franchement j'adore. Alors j'ai laissé dans sa petite pochette pour que la carte soit protégée. Je vais la poser sur ma bibliothèque mais l'idée c'est de lui mettre un petit cadre et ouais. Je suis absolument contente de cet achat. La deuxième chose dont je voulais vous parler encore, c'est que j'ai enfin pris le temps de faire mon inscription pour participer à la nouvelle édition du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. On peut s'inscrire pendant tout le mois de septembre, on est déjà le 15 et je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse avant d'accoucher parce que j'avais peur qu'après ça me sorte de la tête et que je passe à côté. Alors pour ceux qui se poseraient la question et qui savent déjà que je faisais partie de l'équipe bénévole l'année dernière, je rempile pour une nouvelle année, donc je continue à faire partie de l'équipe côté communication, principalement sur Instagram. Par contre, en ce moment, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est donc Céline, Booktubers App, qui est une des fondatrices du prix, et Roxane, Sometimes a Book, qui à la base s'occupait davantage de Facebook, mais qui là prend le relais. J'ai décidé de prendre du recul et une pause pour ces derniers jours avant la naissance de mon bébé, comme une sorte de congé maternité du PLIB en fait, tout simplement parce que je pense que c'est plus raisonnable et j'espère pouvoir rejoindre l'équipe à nouveau très rapidement après mon accouchement. Mais en même temps je vais m'écouter, on verra bien, les filles sont tout à fait ok avec ça. Et je les en remercie d'ailleurs parce que elles font un boulot de dingue. On était 3, elles sont plus que 2. Septembre est un mois très intense pour le PLIB puisque vous avez à la fois le vote pour désigner le grand gagnant du PLIB 2020, il va y avoir la remise de prix du PLIB 2020 également et en même temps on relance on lance plutôt les inscriptions pour le PLIB 2021. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail.
Et je vous conseille encore une fois d'aller suivre le Plib sur les réseaux sociaux, même si vous n'y participez pas, c'est très très chouette. Elles font des choses de dingue, elles ont préparé plein de petits teasings, des vidéos, des posts, photos, etc. Et franchement, chapeau. Elles font un boulot de fou et j'espère que je vais pouvoir les aider le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment ralenti pour de vrai, pour de vrai. Vous continuez à avoir des vidéos booktube sur ma chaîne parce que j'ai pas mal pré-filmé. Mais là, ça y est, je ne filme plus de nouvelles vidéos booktube. J'ai fait un stop aussi sur ça. En fait, les deux seules choses que je fais encore, c'est mes vlogs parce que je peux vlogger d'un peu n'importe où, que c'est pas très contraignant, que c'est des petites séquences, que je fais le montage au fur et à mesure, donc ça va, c'est pas un gros morceau à la fin. Et puis je continue à faire mes posts Instagram. Je vous avoue que des fois j'ai aussi envie de ralentir un petit peu de ce côté-là, mais en même temps, comme en ce moment je prends vraiment beaucoup de temps pour me poser, je lis beaucoup et donc j'ai pas envie de prendre trop de retard sur mes avis écrits sur Instagram, tout simplement parce que je préfère vous donner mes avis à chaud tout simplement. Si j'attends trop longtemps après, les souvenirs sont un petit peu plus brumeux et je trouve ça dommage. Et puis je me dis qu'après la naissance, j'aurai peut-être moins le temps aussi de revenir sur des anciennes lectures. Donc ça, je continue. Mais sinon, voilà, je me suis mise un peu en mode... je saurais même pas dire, mais en gros, je fais en sorte que ma maison soit dans un état correct et sinon je prends beaucoup de temps pour me reposer. Je devrais peut-être pas d'ailleurs, hein, je devrais peut-être m'activer plus pour donner envie à mon bébé de sortir, mais, euh, mais voilà, je suis... comment je dis, je couve. Voilà, j'attends, je couve, j'attends et je couve. Pour en venir donc à ce que je voulais vous dire à la base, je me suis inscrite donc pour la nouvelle édition du Plib 2021. Pour cela, comme chaque année, il faut proposer 3 romans qui peuvent ensuite être présélectionnés. Je voulais quand même vous les donner, surtout que je suis vraiment partie sur 3 livres complètement différents. Le premier que j'ai mis dans ma petite liste de propositions, il s'agit de Les chaînes du silence de Céline Chevet, publié aux éditions du Chat Noir. J'avais beaucoup aimé La fille qui tressait les nuages de la même autrice que j'avais découvert dans le cadre du Plib 2019. D'ailleurs, elle avait remporté ce prix. Je n'avais pas voté pour elle parce que j'avais préféré un autre roman, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et même si je me rends compte que Les chaînes du silence, on part dans un univers complètement différent, j'ai vraiment très envie de retrouver la plume poétique de Céline Chevet. Et donc, ça me ferait très très plaisir qu'il fasse partie de cette nouvelle session. Le deuxième roman, il s'agit de Les Tribulations d'Esther Parmentier, publié chez Rajo et écrit par Maëlle Desarts. Ce livre, j'avoue, c'est l'appel de Booktube et de Bookstagram. Je l'ai vu passer un petit peu partout avec des avis plutôt positifs. Ça a l'air d'être un roman très décontracté, plein d'humour. C'est marrant parce que la couverture me fait beaucoup penser aux Agatha Raisin, même si je pense qu'on est quand même dans complètement autre chose. Bon, déjà, il y a du fantastique, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un titre léger, je pense, qui fait du bien, qui doit être sympa à lire. Je parie qu'on est parti pour une grande série, d'ailleurs. En tout cas, il me semble bien qu'il y a déjà un tome 2 de prévu, ou peut-être qu'il est déjà sorti, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai très envie de le lire également. Et le troisième livre qui me semble être un petit peu plus jeunesse, il s'agit de Magnus, Les peuples invisibles, de Laurent Perronnet, publié chez Dado Clem. C'est un livre que j'ai découvert via le projet Ulule qui avait été organisé par le Plib 2020 pour la remise de prix. C'est un livre où j'ai franchement beaucoup hésité, je me suis demandé si j'allais le prendre ou pas. Je l'ai pas pris finalement, j'en ai pris 2 autres plus des accessoires, je vous montrerai tout ça quand je les aurai reçus. Bon après c'est pas très très grave, je sais qu'il a fait beaucoup d'heureux puisqu'il a été victime de son succès et tous les exemplaires qui étaient disponibles pour ce projet Ulule ont été pris. Et voilà, maintenant je me dis quand même que j'ai envie de le lire. Donc voilà, c'était mon troisième petit titre pour le Plib 2021. Maintenant j'ai plus qu'à croiser les doigts pour voir si je fais à nouveau partie des chanceux qui vont être jurés. Bon, j'avoue que j'ai pas trop de doutes. Vous allez me dire, bah oui, en même temps, si tu es partie de l'équipe, oui, je fais partie de l'équipe, mais de manière générale, j'ai respecté les règles qui ne me semblent pas non plus extrêmement compliquées, à savoir de
voter à chaque étape et de lire les 5 finalistes, de proposer des chroniques pour les 5 finalistes, ce que j'ai fait aussi bien sur mon compte Instagram que sur Booktube. Et moi j'adore en fait participer à ce prix. Je pense que même si un jour je décidais de ne plus faire partie de l'équipe, je continuerai toujours à participer en tant que juré parce que je fais énormément de belles découvertes. Quand on aime la littérature de l'imaginaire, c'est vraiment idéal pour découvrir de nouveaux auteurs francophones, pour découvrir des maisons d'édition qu'on ne connaît peut-être pas encore. Enfin bref, voilà. Bon, je prêche, je suis une convaincue, vous l'aurez compris, mais je suis contente, je me rends compte que c'est du coup ma 3e participation. Oui, c'est ça, parce que je n'ai pas du tout participé la première année, parce qu'en fait, quand j'en ai pris connaissance, c'était déjà bien entamé. C'était le PLIB 2018, et j'ai participé au PLIB 2019, j'ai rejoint l'équipe de bénévoles pour le PLIB 2020, et voilà, PLIB 2021. On y est et je trouve ça chouette que ce prix pérennise dans le temps et qu'il ait toujours autant de soutien de la part des influenceurs littéraires, c'est top. Bon, j'arrête avec le PLIB, je vais quand même vous parler de mes lectures, parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors, quand même, pour pas vous laisser comme ça, donc la dernière fois je vous parlais des contes des particuliers. Tout de suite après avoir filmé ma petite séquence de vlog, je l'ai poursuivi et terminé. Donc j'ai lu les 5 autres contes qu'il me restait à lire. C'est-à-dire Les pigeons de Saint-Paul, La fille qui apprivoisait les cauchemars, Le criquet, Le garçon qui retenait la mer et l'histoire de Cuthbert. Je les ai également tous aimés, j'ai une petite préférence pour Les pigeons de Saint-Paul, j'ai bien aimé la morale de l'histoire et également l'histoire de Cuthbert parce qu'il me semble qu'on parle quand même pas mal de Cuthbert dans la saga en fait et j'étais très contente de découvrir les origines du conte de ce géant. Très franchement, si comme moi vous aimez beaucoup la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, je vous conseille vraiment d'acquérir ce livre. Évidemment, il n'est pas nécessaire de l'avoir, mais bon, je trouve ça chouette déjà d'en apprendre plus, notamment sur les ombrunes. Et puis, ouais, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un plus de l'avoir, je trouve. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout. Du coup, on arrive enfin à ma lecture en cours. J'ai décidé de mettre très brièvement entre parenthèses mon Pupkin Autumn Challenge pour lire un roman que j'avais emprunté à la médiathèque et que je vous ai présenté donc dans mon dernier book haul. Il s'agit de Le réveil des sorcières de Stéphanie Janicot, publié chez Albin Michel. Alors, pour le petit speech, nous rencontrons Diane, qui est une guérisseuse, bon, certains l'appelleront sorcière, et qui vit avec ses 2 filles. Son mari est décédé. Au début du roman, elle va avoir un accident de la route qui va lui être fatal. Elle va mourir. En parallèle, on va rencontrer la narratrice qui habite à Paris, qui écrit des romans et qui va aller d'urgence en Bretagne suite au décès de son amie. Elle va y rester. Elle est pleine de culpabilité parce que elle est justement en train d'écrire un roman sur une sorcière qui va justement mourir d'un accident de la route. Elle se demande si elle n'a pas créé malgré elle une espèce de malédiction sur son amie. Elle va rester auprès des 2 filles de Diane, donc il y a son aînée qui est Viviane, qui est assez extérieure à toutes ces histoires de magie, et puis il y a Sohan, la cadette, qui elle semble avoir développé le don de sa maman, et qui surtout est persuadée qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais que sa maman a été assassinée. Et donc à partir de là, avec l'aide de la narratrice, elles vont commencer à fouiller un petit peu déjà le passé de cette famille où on va déterrer des secrets pas forcément très jolis et puis voilà, essayer de voir si effectivement il s'agit d'un meurtre ou d'un simple accident de la route. Je suis effectivement assez mitigée. Alors, l'autrice essaye de balayer un petit peu toutes les thématiques autour de la sorcellerie, justement, plutôt de la femme qui est considérée comme une sorcière.
J'ai appris des choses, hein, notamment j'ai appris pas mal de choses sur la tribu de Dana. Alors oui, si je vous mets la chanson dans la tête, désolée, hein, moi ça me l'a fait aussi. Mais j'ai appris beaucoup de choses en fait sur cette tribu. Je pensais que c'était juste une chanson, pas du tout. C'est très ancré dans le folklore, justement autour de la magie. On est près de la forêt de Brocéliande, on va un petit peu parler de Merlin également. Mais c'est assez survolé. Alors c'est bien écrit, mais ça me donne des fois l'impression que l'autrice écrit pour écrire. C'est beau. C'est beau, mais on n'avance pas dans le schmilblick. Et puis, je trouve que les secrets de famille qu'on déterre sont vraiment glauques et malaisants. Et j'ai l'impression qu'on va plus aborder un sujet de fait divers, comme on peut en trouver dans les journaux quand il y a voilà, un meurtre ou en tout cas un accident un petit peu bizarre. Et je trouve qu'elle rentre pas assez dans le sujet en fait de la sorcellerie. Je sais pas. Enfin, je sais pas trop comment le définir, mais là, arrivé à la moitié du livre, je trouve que finalement, il s'est pas passé grand-chose, que ce que j'aurais aimé voir dans le livre, je le trouve pas forcément. Et bon, je suis sur ma faim pour le moment, mais je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini. Et franchement, je prends sur moi pour essayer de le lire rapidement. Parce que j'ai peur que sinon ça se termine en abandon, très honnêtement. Donc voilà, à voir pour la suite. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai conclure ce vlog quand je l'aurai terminé pour pouvoir vous donner peut-être un petit complément d'information. Bon, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je viens tout juste de rentrer de chez mon producteur de légumes préféré. Et je me suis dit que j'allais improviser un petit retour de course. Je suis essoufflée parce que l'ascenseur ne marchait pas. Donc c'était assez lourd et je suis quand même contente d'habiter au premier étage maintenant parce que dans mon précédent appartement on était au 9e et ça aurait été une autre affaire. Bref, donc du coup j'ai pris une scarole qui est vraiment trop belle et énorme. Et ensuite j'ai pris... Ouh, pardon, je fais du bruit. Alors on a pris, enfin j'ai pris, je sais pas pourquoi je dis on, une botte de persil, des jolies tomates bien rouges, ça donne tellement envie, du raisin, alors ça, le raisin, mais c'est la grande passion, c'est ma grande passion et mon fils a aussi une très grande passion, d'ailleurs il a énormément de mal à partager le raisin. Il te laisse les toutes petites grappes, il prend les grosses pour lui, il dit maman, ça c'est celle d'Erwan, hein, tu ne touches pas. Donc voilà, ça sera super pour grignoter comme ça. J'ai pris des cornichons, parce que chez nous c'est aussi la passion des cornichons. J'ai pris un poireau, des brocolis, hop, on va mettre comme ça. Une courge spaghetti, 3 poivrons. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me rappelle même plus. Des carottes. Des jolies carottes. Et un concombre. Un très joli concombre. Et des... qui veulent bien se montrer, des haricots. Donc voilà pour le petit retour de course. Franchement ça fait trop plaisir de remplir son frigo avec tous ces très très jolis légumes. Franchement je suis refaite. J'adore alors je suis quelqu'un qui déteste aller faire les courses de manière générale. Je déteste aller en supermarché, mais alors aller chez les petits producteurs, choisir ses produits, ses légumes, j'adore. C'est la passion. J'étais trop contente d'y aller ce matin. Et puis du coup c'est vraiment un mélange fin d'été, début d'automne, parce que j'ai vraiment pris encore des légumes qui permettent de faire des petites salades estivales comme le concombre, les tomates, les poivrons. Et j'ai pris également de quoi faire les premières soupes, puisqu'il me reste encore de la dernière fois on y allait un joli potimarron. Et on a également
Ici, je sais pas si vous verrez bien, mais des patates. Avec ce plan, des petites patates. Et donc avec le poireau, les carottes, etc. Ça va nous faire aussi une bonne petite soupe. Il nous restait aussi encore quelques oignons, quelques échalotes, un petit peu d'ail. Donc là, on est vraiment, on a le stock. Et puis également des pommes. J'ai récupéré de nouveau des pommes du jardin de mes parents. Donc voilà, on est bien. Je ne sais pas si vous entendrez, mais je crois que l'alarme de l'ascenseur vient de se déclencher. Il y a un petit bruit strident qui vient du couloir. C'était juste pour vous dire que du coup, objectif maintenant que les légumes sont rangés, nettoyés, finir ce livre-là pour pouvoir enfin vous en parler et passer à ma lecture suivante. Il me reste moins d'une centaine de pages. Je suis toute seule aujourd'hui à la maison, donc je pense que c'est largement faisable. Et c'est parti. Ça y est, je viens de terminer Le Réveil des sorcières. Mon avis n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, même si j'ai plutôt bien accroché à la fin où évidemment tout s'accélère pour nous apporter bien la résolution de l'histoire, à savoir est-ce que Diane a eu un accident ou est-ce qu'elle a été assassinée. Bien évidemment, je ne vous en dirai rien. Je reste quand même assez mitigée, voilà, même si la deuxième partie du roman m'a plu davantage. Je pense que je m'attendais à autre chose en commençant ce roman. Je m'attendais à ce qu'on s'intéresse plus, ou en tout cas qu'on creuse plus autour de la femme considérée comme une sorcière. On reste finalement assez en surface. En même temps, elle essaye de balayer un petit peu tous les sujets. Dans un roman aussi court, c'est difficile de le faire en profondeur. Mais pour finir, voilà, l'explication est crédible et plutôt terre à terre pour le coup. Et voilà, il y a juste un petit passage que j'ai envie de vous lire quand même pour vous montrer qu'il y a quand même des informations intéressantes dans ce livre qui m'ont intéressée tout simplement. Bon, le passage vaut son pesant de mots, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous conseille d'accélérer un petit peu juste cette partie de vidéo. Alors c'est parti. Je vous spoil pas, hein. Je vous spoil pas puisque ça n'a rien à voir avec l'intrigue et c'est vraiment des recherches autour donc de la figure féminine au travers du temps et par rapport au fait qu'elle est parfois considérée comme une sorcière. Avant de m'intéresser de près au monde de la sorcellerie, je connaissais, comme tout un chacun, les chapitres noirs de l'Inquisition. Ces milliers de femmes noyées, brûlées, torturées, parce qu'on leur prêtait des accointances avec le malin, alors que pour l'immense majorité d'entre elles, elles se contentaient de soulager les maux des paysans, mettre au monde leurs enfants et accompagner les femmes à travers les métamorphoses de l'âge. J'ai longtemps cru qu'elles avaient été victimes de la crédulité et de la bêtise des religieux, que la chasse aux sorcières les avait prises dans ses filets alors qu'elles n'étaient pas directement des proies. C'est moi qui étais crédule. Au contraire, ces femmes étaient personnellement visées, car elles mettaient en danger la puissance de Dieu qui a seul pouvoir de vie, de mort, de châtiment ou de guérison. La compétence de ces femmes défiait Dieu. Cela était pour moi une surprise. Il m'a fallu creuser le sujet pour me convaincre que l'écrasement des femmes par la religion, quelle qu'elle soit, n'était pas fortuite, elle ne relevait pas d'une simple division des tâches qui aurait mal tourné, il s'agissait d'une volonté délibérée des hommes de confisquer le pouvoir. Le grand livre fondateur en la matière, le Malus Maleficarum, traduit par Le marteau des sorcières, de Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, date de 1486. On y trouve cette éloquente énonciation « Personne ne nuit davantage à l'Église catholique que les sages-femmes ». On croit mal lire, mais l'idée est reprise maintes fois de manière très claire. Elle s'est répandue comme la peste. À la fin du XVIe siècle, William Perkins, pasteur et théologien, prêchait qu'en plus des mauvaises sorcières, il y avait les bonnes sorcières qui soignaient les maux infligés par les premières et que des deux, les pires étaient les secondes. Ce serait 1000 fois mieux pour le pays si toutes, et particulièrement les sorcières bienveillantes, pouvaient subir la mort. Dès la fin du XIIe siècle, la médecine des femmes avait été jugée maléfique et ses remèdes punis, car pour les esprits étroits, la guérisseuse agissait selon le principe satanique que tout se fait à l'envers du monde sacré.
Le monde redoutait les poisons, la sorcière en faisait des remèdes. Il croyait aux prières, la sorcière posait ses mains pour endormir la douleur. Hérésie. L'Église professa alors à grande échelle la domination de l'homme. Féminin viendrait de feu minus, foi mineure, car la femme est légère et crédule, elle incline toujours à croire. Et le marteau des sorcières d'enfoncer le clou. Une femme qui pense seule pense à mal. C'était inévitable, les femmes avaient toujours eu une sexualité dévoyée, il n'avait échappé à personne que depuis Ève elles entraînaient les pauvres hommes vers le mal. Toute sorcellerie provient de la passion charnelle qui est en ces femmes insatiables. Fort heureusement, le ciel a pourvu à la rédemption, béni soit le Très-Haut qui jusqu'à présent a préservé le sexe masculin d'un si grand crime. Les guérisseuses ont été les premières à déclarer que rien n'était impur. Elles ont réhabilité le ventre et les fonctions digestives alors que le Moyen-Âge s'acharnait à distinguer le noble du non-noble. L'esprit était noble, pas le corps, et dans le corps certains organes plus nobles que d'autres. La femme dut se cacher pour accoucher et rougir de ses troubles féminins. La médecine du Moyen-Âge ne s'intéressait qu'à l'être supérieur et pur, celui qui seul peut devenir prêtre, l'homme. Seules les sorcières se penchaient sur le sort des femmes. Les remèdes magiques, même efficaces, constituaient une interférence maudite avec la volonté de Dieu, obtenue avec l'aide du diable. La guérison elle-même était diabolique. Grâce à la peur de la répression, les femmes étaient contenues dans leur rôle de mère, discrètes et soumises. Elles ne le savaient que trop. Être différentes, c'était s'exposer à être suspectées de sorcellerie et condamnées à mort. Pendant ce temps, le peuple, privé de ses guérisseuses, était maintenu dans un état d'asservissement. Voilà, donc ça par exemple c'est un passage qui m'a beaucoup plu par rapport à la thématique, mais pour moi il y en avait trop peu et finalement ce livre n'a pas su totalement me convaincre, même si en soi ça n'a pas été une mauvaise lecture. Du coup, je pars dans complètement autre chose pour une prochaine lecture. Je vous la présente rapidement. Je retourne vers ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai décidé de faire la relecture de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Ça va me faire beaucoup de bien de retomber dans mes petits souvenirs nostalgiques. Et je suis contente. Voilà, je suis contente de ma prochaine lecture. Je vais conclure ce vlog ici. J'espère que vous faites de très belles lectures en ce moment. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bye bye!